Alors, nous vivons un choc inédit, on le voit bien sur le marché obligataire, et pourtant, c'est peut-être, et c'est surprenant de prime abord, une belle opportunité. Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utile, quelle mouche vous pique de nous dire que c'est une belle opportunité? C'est un bain de sang sur les marchés obligataires, hein. Vous êtes vraiment Bah contrariant écoutez, là, hein. ouais, non mais Je suis pas sûr d'ailleurs que ceux qui ont des obligations se disent mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? C'est une belle bah, opportunité. On se prend des moins-values c'est en ça, capital, terrible, hein. c'est ça. On vit un moment un peu historique sur le marché obligataire. J'ai regardé, on n'a pas vécu ça depuis 70 ans. C'est même pire que le choc des années 90 ou 70, parce que des banques centrales, on dit, se sont pris un petit peu les pieds dans le tapis. Vous vous souvenez qu'elles ont injecté énormément de liquidités au plus fort de la crise sanitaire, alors qu'il y avait une relance budgétaire dans le même temps. Elles y sont allées trop fort. Ensuite, vous avez, lorsque vous relancez la demande, pardon, à ce point-là, alors que l'offre est contrainte, vous avez des goulets d'étranglement et vous avez de l'inflation. Ils ont cru que c'était temporaire, ça ne l'est pas. Et forcément, derrière, vous avez maintenant une forme de panique de leur part. Ils relèvent drastiquement les taux. Donc ça, les investisseurs ne s'y attendaient pas. Et j'ai envie de dire, même le comité de politique monétaire de la Fed ne s'y attendait pas du tout. Parce que vous regardez son anticipation il y a 9 mois sur les taux d'intérêt, il les voyait à 1% pour le Fed Fund à fin 2023. Maintenant, il le voit à 4,75. Donc un tel écart, effectivement, on peut parler d'erreur totale. Et vous avez, ce que vous disiez, un crack obligataire Mais d'ailleurs, qui est assez historique. qui est plus violent, disent certains, que celui de 1994, qui avait laissé de très mauvais souvenirs. En même temps, personne n'ose le mot de krach obligataire pour cette année, enfin, vu ce qu'on vit cette année. On a Ah, vu quoi sur les taux d'intérêt à long terme souverains? On a vu quoi? 2 à 300 points de base de hausse de taux? ah oui, facilement, oui, oui. Parce que vous avez quand même des taux. Souvenez-vous que les taux français, par exemple, étaient nuls en décembre dernier. Et on est à On n'est pas loin des 2,80. 3. Voilà, on n'est pas loin des 3%. Vous avez sur les taux américains, c'est encore pire. On n'est pas loin par 400 points de base en 18 mois, je pense, de tête. Donc c'est extrêmement violent. Et sur le cours des obligations, vous avez en moyenne une correction de 20% sur les marchés obligataires. Sachant qu'on a, Pour on a un, une correction de 20% sur les marchés actions, voire 20% de correction sur les marchés obligataires, c'est beaucoup plus violent parce qu'à la base, une obligation est moins volatile qu'une action. c'est tout le problème, c'est que vous avez normalement un sentiment de sécurité un petit peu sur l'obligataire, c'est la poche où on va se réfugier dans les moments difficiles sur les actions. Et là, vous avez une corrélation entre les deux, vous avez les actions et les obligations qui baissent en même temps. Donc c'est très mauvais, c'est un scénario, comme vous dites, même dans les années 90, on n'avait pas vu ça. Avec des conséquences négatives évidemment sur les marchés d'échange, on l'a évoqué cette semaine avec les actions, enfin voilà, tout ça a des conséquences Oui, sur les l'ensemble des autres ramifications, classes les d'actifs, hein. ramifications sont fortes parce que vous avez effectivement des liens très forts entre les différents marchés. Sur les actions, vous avez ce qu'on appelle tout simplement la prime de risque. Vous savez, entre choisir une obligation d'État sans risque et une action, bah voilà, il faut que l'action vous rapporte quand même plus pour y aller. Et lorsque vous avez des taux qui remontent aussi fortement sur l'obligataire, bah forcément, les actions paraissent moins attractives. Sur l'échange, on a un problème, c'est que la Fed a initié le mouvement très fort de son côté, et vous avez une ruée aujourd'hui vers le dollar qui est assez logique. C'est déjà une monnaie refuge dans les moments difficiles, mais alors là, avec les taux d'intérêt qui montent, tout le monde court vers le billet vert. Et donc, vous avez des pays qui se retrouvent en difficulté. Même pour la zone euro, avoir un euro faible, alors que, par exemple, les cours des matières premières sont en dollars, lorsque vous On voulez lutter contre s'importe de l'inflation, l'inflation en plus. voilà, on s'importe de l'inflation, donc merci le dollar. Et ça nous complique encore plus la situation. Et puis sur les dettes, je ne vais pas vous parler de l'épisode britannique, mais voilà, on en arrive à des situations assez loufoques où l'inquiétude sur la dette britannique fait que la Banque centrale, qui est en train de resserrer, va racheter quand même des obligations pendant un petit moment, donc elle va refaire Ouais. une sorte de forme Elle de appuie sur le QE. frein et l'accélérateur en même temps. Ouais, voilà, c'est pour ça que le choc obligataire aujourd'hui, je pense que c'est une véritable actualité par rapport même à la correction des actions qui reste pour l'instant logique et presque mesurée. Mais vous avez vraiment ce qui se passe sur l'obligataire est assez incroyable. Comment réagissent les gestionnaires de fonds qui ont évidemment des actifs obligataires en portefeuille, qui sont déstabilisés, qui se prennent des moins-values? Comment ils gèrent ça? Ils gèrent ça avec difficulté parce qu'effectivement, lorsque vous avez un fonds à gérer ou un portefeuille à gérer, vous avez une poche obligataire. Vous savez, il y a le modèle classique, c'est 60-40. Après, on l'ajuste en fonction de ses convictions, mais c'est 60% actions, 40% obligations. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas arbitrer entre les deux puisque de toute façon, de deux côtés, vous allez perdre.
Donc ça pèse énormément sur le sentiment des investisseurs et je pense que si on voit d'ailleurs tous les sondages sur les différents sondages sur le sentiment de marché qui sont très négatifs, ça vient aussi de ça, c'est que vous n'avez pas seulement le marché action qui baisse, vous avez les deux principaux marchés qui baissent en même temps et il y a un sentiment de vous êtes pris au piège, et ça vous complique énormément en même temps, la gestion. Laurence, cette remontée des rendements était attendue. On sait bien que les produits taux n'ont rien rapporté pendant des années. On sait bien que l'inflation revenait, même si elle a accéléré. Et pour autant, de voir ces taux remonter, il n'y a pas des gens qui ont envie de revenir sur les obligations. En même temps, voilà, avec les taux que beaucoup de gens sont pris sur les obligations, ils n'ont peut-être pas envie d'y revenir tout de suite sur des nouvelles, mieux rémunérées. Oui, alors disons que ceux qui n'y sont pas peuvent avoir envie effectivement de dire que sur des taux de 3, 4, 5% sur Ça devient intéressant, taux, pardon, le 10 ans américain à 4%, ça devient intéressant. Évidemment, le problème, c'est de savoir où va s'arrêter l'inflation et est-ce que la politique qui est menée actuellement va véritablement faire reculer l'inflation. Parce que si vous avez une inflation qui se poursuit, même encore 6 mois, vous pouvez encore avoir un bain de sang sur le marché obligataire. Donc, parce qu'on anticipera encore de nouvelles hausses de taux. Donc, à quel moment rentrer? C'est extrêmement difficile de trouver le bon timing. Même si, de l'autre côté, effectivement, vous pouvez vous dire la récession est en train de se dessiner, l'économie ralentit, va se calmer, et on a peut-être atteint le pic sur l'inflation. Dans ce cas-là, ce serait idéal, mais c'est extrêmement difficile de trouver le point d'entrée idéal sur l'obligataire. C'est une opportunité pour vous aujourd'hui, ce qui se passe, d'avoir des taux qui ont autant remonté, aller vers des obligations corporate. C'est pas facile d'investir sur l'obligataire quand on est un particulier, hein, mais il y a vraiment des opportunités. Expliquez-nous. Alors déjà, en tant que particulier, c'est extrêmement difficile d'acheter une obligation. Il y a des montants importants à placer. Le marché est assez peu liquide quand vous voulez intervenir, donc c'est à oublier. La seule solution, c'est le fonds obligataire, mais le fonds obligataire, c'est exactement comme une obligation. Vous êtes exposé au risque de taux et au risque de voir les taux grimper encore et donc le cours des obligations baisser. C'est pour ça qu'il existe ce qu'on appelle des fonds. Ce sont des fonds à échéance avec un portefeuille obligataire. On rentre avec plein de lignes en portefeuille plus ou moins risquées, un taux d'intérêt connu à l'avance, et si on porte en fait les obligations jusqu'à l'échéance, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on n'a pas le risque de taux. Et on a une garantie sur le rendement, sauf s'il y a risque de crédit et défaut d'une des entreprises composant le portefeuille. Je résume un petit peu. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est en fait le fonds obligataire à échéance. On va dire que c'est pour ceux qui veulent y aller, tout en évitant quand même de supporter une éventuelle poursuite de l'inflation et de hausse de taux. Donc c'est un entre-deux. L'idée, c'est que vous allez bloquer cette somme parce que pour profiter effectivement de l'absence de risque de taux sur ce fonds, il faut aller comme le fonds jusqu'à échéance. C'est-à-dire qu'ils vont conserver les emprunts, donc vous n'avez pas de sensibilité au taux et vous allez juste supporter le risque de défaut, mais a priori, le risque de défaut est faible sur les obligations qui seront détenues. Voilà. Mais en revanche, vous bloquez, vous avez une visibilité sur le taux Et en termes de rendement, on peut espérer combien sur des produits, encore une fois, sans aller vers du high yield, du très risqué, sur quelque chose qui est plutôt assez bien noté, qui est extrêmement rémunéré? C'est là que c'est intéressant, c'est que vous arrivez aujourd'hui sur des rendements qui sont entre 6-7%. On est en high yield, non? On est en risqué? Non, sur le 6, on est à peine on est en dessous du high yield, on va dire. Si vous mettez du haut rendement, vous arrivez même sur au-dessus du 8. Bon. Donc voilà, vous avez cette possibilité aujourd'hui de sécuriser un rendement sur une somme, on va dire 6%, sur 3 à 4 années. Si vous n'avez pas besoin de cet argent et pas besoin de le revendre d'ici l'échéance du fonds, a priori vous avez ce taux garanti jusqu'à la fin. Sauf s'il y a défaut, encore une fois, d'une des lignes. Sauf s'il y a défaut. Il n'y a pas de garantie en capital, il faut le souligner. C'est pour ça que le portefeuille doit être bien diversifié avec beaucoup de valeurs. Exactement. Donc ça, c'est pas faisable pour un particulier. C'est pour ça qu'il faut passer par un fonds. Après, il faut surveiller également les frais. Les frais, parce que forcément, ce type de produit demande un service de la part de l'intermédiaire. Il se rémunère avec des frais d'entrée, des frais de gestion qui viennent renier un petit peu la rentabilité. Mais c'est vrai que quand on arrive sur des taux de 6%, on n'a pas vu ça quand même depuis les années 90. Alors voilà, vous n'avez pas besoin de vous dire dans 3 mois l'inflation va baisser, peut-être qu'elle baissera dans 2 ans. Mais sur la durée globale, on va dire 4 années, un taux de rendement de 6, ça paraît quand même attractif sur le niveau actuel. On parle de 6 par an en plus, encore une fois. Oui, par an, bien sûr. Merci beaucoup. Point de vue signé Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utiles. Merci Laurence. Merci David, à bientôt.